vous parler dans cette nouvelle causerie du 4 juin 2014, au matin, même plutôt vers minuit du matin, de ce travail que j'ai conduit sur ce décalage entre le bélier et le taureau, entre la balance et le scorpion, entre le cancer et le lion. Maintenant, il est assez bien établi, n'est-ce pas, que l'axe symétrique, s'il passe entre le cancer et le lion, ça veut dire que l'axe solsticial passait entre le cancer et le lion, et l'axe équinoxial passait entre le bélier et le taureau. Donc on n'est pas dans la condition que nous connaissons aujourd'hui, on n'est pas dans le zodiaque que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que les constellations des signes fixes sont effectivement celles qui correspondent en fin de compte aux 4 saisons. Et récemment, j'ai lu des travaux sur les Samaritains, qui sont une secte juive particulière, et on nous rappelle dans cette secte que on sacrifiait l'agneau, l'immolation de l'agneau. Et l'agneau, je comprends le contraire, c'est le bélier. Et donc l'idée de la mort de l'agneau est une idée qui, à mon avis, correspond plutôt à une fin de cycle, voyez-vous. La notion de mort, d'ailleurs, est une notion de fin de cycle. C'est pour ça qu'on dit aussi que la maison 8 est une maison qui est probablement la dernière maison d'un système à 8 secteurs. Donc on ne joue pas avec ce mot-là, il y a une symbolique de la mort. Et donc si le bélier, mouton, agneau est voué à être sacrifié, c'est qu'il est le dernier signe et non pas le premier signe. C'est-à-dire qu'un cycle commence par la mort, c'est un petit peu bizarre. Qui commence par la résurrection, c'est autre chose. Et justement, rappelons d'ailleurs que le taureau est lié au culte de Mitra, hein, qui vient juste après le bélier, et qui est plutôt le signe du soleil qui se lève, en fait. Et alors, dans le cas de Jésus, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, justement, il peut être assimilé d'une certaine manière à l'agneau qui est immolé, mais il y a une résurrection qui fait suite. Et pour moi, cette mort et résurrection, c'est exactement l'idée d'une fin de cycle qui est suivie d'un début de cycle. Excusez-moi, mais ça me paraît assez évident. Donc, dans cette problématique jésuite, Jésus mort-résurrection, moi je vois l'ouroboros, c'est-à-dire effectivement le serpent qui se mord la queue qui est la fin et la tête qui est le commencement. Donc tout ça vient me confirmer dans l'idée que le bélier est bel et bien la fin d'un cycle et non pas le début d'un cycle, contrairement à ce qu'essayent bien vainement de démontrer les astrologues. Ce qui montre bien que l'astrologie, la recherche astrologique ne doit quand même pas répéter indéfiniment des choses qui sont lues et qui sont écrites un peu partout, et que les astrologues ont le droit de réfléchir, et qu'ils ont les moyens de réfléchir et de se poser des questions qui vont intéresser justement les chercheurs, les historiens pseudonymes, etc. C'est pour ça que je cherche à ne pas être empoisonné et avoir un champ de recherche aussi large que possible. La preuve, c'est que ça donne des résultats intéressants. Donc, nous voyons confirmer sur différents plans. D'abord, que les astrologues ne sont souvent que des commentateurs qui essaient de justifier et de valider une évolution qui visiblement a été dévoyée. Donc cette génération d'astrologues qui nous expliquent, n'est-ce pas, gentiment que le bélier c'est le premier signe et que Mars c'est l'énergie du commencement, etc. Alors que Mars c'est la mort, tout ça c'est pathétique.
Et il est temps de mettre fin à cela. Et quant à Ptolémée, eh bien, finalement, Ptolémée, il véhicule un système dont il n'a pas la maîtrise, c'est le cas de dire, et il ne se rend pas compte que, bien évidemment, on est dans un système où les signes cardinaux ne correspondent pas aux équinoxes solstices, mais sont bien les signes qui correspondent aux équinoxes solstices. Et donc là, en l'occurrence, si le Mars est le maître du Bélier et Vénus le maître du Taureau, c'est justement parce que il y a entre les deux une fin de cycle et un début de cycle. Car mettre ces deux planètes côte à côte et à la suite l'une de l'autre dans la même saison, c'est une absurdité totale. En revanche, les mettre en symétrie par rapport à un axe, avec d'un côté Mars qui est la fin et de l'autre côté Vénus qui est le début, ça tient debout. Mais ça nous montre aussi que toute l'histoire de Jésus est marquée quelque part par chromatique zodiacale, justement. La chromatique zodiacale telle que j'ai redéfinie, bien entendu. C'est-à-dire la chromatique zodiacale de la fin et du commencement. Donc, dans Jésus, on a la clé du zodiaque. Ce n'est pas le zodiaque qui est la clé de Jésus, c'est Jésus qui est la clé du zodiaque. Donc, dans l'histoire de Jésus, on voit bien que l'immolation de l'agneau et Jésus agneau immolé sur la croix, c'est bien la fin d'un cycle et non pas le début d'un cycle. Et ça, les astrologues ne veulent pas le comprendre, ce qui montre bien qu'ils répètent les choses de manière un petit peu bébête. Une petite anecdote pour illustrer mon propos. J'ai visité Paris ce soir avec une jeune ukrainienne de Kiev, et elle me faisait la réflexion en disant mais s'il y a la rive gauche et la rive droite, c'est que ça veut dire que la Seine va dans une certaine direction et pas dans une autre direction. Parce que le nom de gauche et de droite sont liés à l'orientation du fleuve. Et je trouvais ça assez intelligent, mais je me suis dit aussi que les Parisiens n'en sont absolument pas conscients. Ils parlent de rive gauche et de droite, ils ne sont pas du tout conscients que ça a un rapport avec la direction du fleuve. Alors que les gens de Kiev savent que le Dniepr, gauche et droite, ben, ça correspond à la direction où le fleuve va se jeter dans la mer. Et en même temps, tout de suite, j'ai interrogé un groupe de 4 ou 5 adolescents, jeunes, qui étaient justement sur le bord des quais, et je leur ai dit, alors vous savez pourquoi on était justement du côté rive gauche, vous savez pourquoi on est sur la rive gauche? Alors il y a une des filles qui a répondu, ah ben parce que le côté c'est la rive droite. C'est un peu le même genre que les astrologues. Ils répètent des choses, ils ne comprennent même pas pourquoi. Ils ont appris en amenant, bachotant un certain nombre de choses, et après ça devient n'importe quoi. Bon, alors j'aurais dit, ah mais non, c'est justement lié à la direction du fleuve. Ah oui, tiens, c'est vrai. Alors, donc voilà, nous sont parfois les traditions, on répète sans savoir, sans comprendre ce qu'on fait. Alors quand c'est vrai, tant mieux, mais si c'est faux, on ne corrige pas. Alors, donc, cette idée d'un bélier qu'on essaie de booster en disant oui, le bélier, ça c'est le début d'un processus, il faut de l'énergie pour lancer le processus, etc. Là. Et donc normal que Mars soit la planète qui soit en tête de ça, parce que Mars c'est l'énergie, et puis le bélier c'est l'énergie, alors donc tout ça est très cohérent. Sauf que juste après il y a Vénus, justement. Alors que le printemps, Mars et puis Vénus, ça tient pas tellement debout, voyez-vous, a priori. Hein. Et alors quand en plus on a dans les doubles domiciles le scénario exactement inverse, cette fois-ci alors Balance, Vénus et puis Mars Scorpion, on est encore plus dans le n'importe quoi. Et donc moi-même, je dois reconnaître que j'ai mis quand même 40 ans à comprendre ça. Parce que pendant 40 ans, j'ai commencé mes recherches sur ce sujet en 68-69, donc plus de 40 ans, 45 ans. Et ben, j'ai écrit des bouquins sur ces sujets où je disais gentiment qu'effectivement, voilà, l'axe symétrique des doubles domiciles passait entre le bélier et le taureau, que c'était ça l'équinoxe de printemps, et puis que, bon voilà, l'équinoxe de printemps, et puis Cancer Lion, le solstice d'été, mais
tranquillement, quand vous ne vous posez pas trop de questions, ben, il y a des tas de choses qui passent comme ça sans vous en rendre compte. Je fais mon autocritique, effectivement. J'aurais dû dire dès le départ, dès 68, 69, j'aurais dû dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire on nous dit que la Lune et le Soleil, c'est pareil, la Lune et le Soleil sont des principes complètement opposés, on les fait se succéder dans la même saison qui est l'été ou dans la même saison qui est le printemps. Bélier, Taureau, Cancer, Lion. C'est absurde. On voit bien que l'axe de symétrie passe entre les deux, entre le Soleil et la Lune, et non pas à droite de la Lune. Donc, vous voyez, donc finalement, la, au niveau de la conscience et de l'exigence mentale et intellectuelle de la lucidité, on peut aller toujours plus loin. On peut toujours s'aperçoit qu'il y a des questions qu'on ne peut pas poser. Par exemple, bon, moi ça c'est une question que je suis assez fier d'avoir posée, c'est-à-dire effectivement, pourquoi la Lune est d'abord en taureau, et pourquoi la Lune est en taureau et celle en bélier, et pas l'inverse en exaltation. Ça crée des aberrations, n'est-ce pas? Le soleil en lion et le soleil en bélier dans un signe de feu, le soleil en lion dans un signe de feu. Il n'y a pas de bout. Je disais déjà dès 67 dans mon bouquin qu'il fallait bien que le soleil soit dans deux signes différents, d'éléments différents. Et la lune, comment pourrait-elle être exaltée en taureau et donc en chute en scorpion signe d'eau, alors qu'elle est en exil, alors qu'elle est en domicile en cancer signe d'eau. Alors, donc la lune est en domicile en cancer, elle est en exil, elle est en chute en scorpion, en trigone. Il n'y a pas de bout non plus, tout ça. Donc c'est vrai que je disais à l'époque déjà, ben, il faut inverser, il faut mettre la lune en bélier et le soleil en taureau, de la même façon que la lune est en cancer et le soleil en lion, ce qui fait qu'effectivement deux carrés, les deux positions de la lune sont en carré, les deux positions du soleil sont en carré, et à ce moment-là on a le soleil qui a un rapport avec les quatre signes fixes, qui paraît quand même cohérent. Donc il est effectivement domicilié en lion, exalté en taureau, en chute en scorpion, et en exil en verseau, ce qui est tout à fait cohérent. Donc là aussi, il y a des déséquilibres. Bon, mais ça nous permet de remonter plus haut et de restaurer une astrologie plus cohérente. Parce qu'à mon avis, quand on retrouve plus de la cohérence, ça veut dire qu'on peut remonter plus haut. Moi, ça, c'est ma méthodologie, en tout cas. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je me permets parfois de reconstituer le passé, parce que le passé, il nous renvoie à un plan initial, un plan architectural initial, qui est le point de départ du processus, et donc quand on n'a pas retrouvé, et quand on arrive à trouver des structures plus cohérentes, on remonte dans le temps. Voilà mon raisonnement, voilà comment je fonctionne en tout cas. Alors, donc pour revenir à l'histoire de l'Ouroboros, de Jésus, eh ben, effectivement, c'est vrai que c'est pas très drôle pour l'histoire de Jésus, parce que on a quand même l'impression qu'on est dans une histoire symbolique, là, voyez-vous, on a vraiment l'impression que, bon, on a inventé une histoire avec une mort et une résurrection qui est quand même complètement calquée sur une théorie cyclique, qui n'est jamais très bon par rapport à la validité ou la crédibilité d'une histoire. Alors, je dis d'autant plus que je ne suis pas chrétien, enfin, on m'excusera, mais ça paraît quand même un petit peu tiré par les cheveux, de la même façon que la naissance de Jésus coïncide avec le solstice d'hiver, ça aussi, ça paraît un petit peu gros comme histoire. Donc là, c'est aussi bien la naissance de Jésus que la mort de Jésus sont liés à des cycles, à une cyclologie, et donc une valeur historique très 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 relative. Là, on change fondamentalement au problème. Mais n'empêche que du fait que l'astrologie elle-même était dans l'erreur, eh bien ça a retardé la possibilité d'analyser la problématique de Jésus correctement. Donc le retard que l'astrologie a pris dans la réforme de son propre système a induit un retard au niveau de la compréhension du processus et de l'évangile, de l'histoire de Jésus. Parce que tant qu'on était encore à cette histoire de bélier, début de cycle suivi d'un taureau, ben, on ne comprenait rien, et donc on avait une grille qui ne permettait pas de comprendre ces problématiques de la mort et de la résurrection. Résurrection d'ailleurs qui fait penser un petit peu à Vénus, la naissance de Vénus, voyez-vous. Donc une espèce de personnage, c'est dans Botticelli comme ça, une espèce de personnage vénusien qui apparaît, ça fait penser un peu à Jésus qui est dans
est un petit peu dans une sorte d'état, par exemple, un peu comme un moine tibétain, ça, qui est un peu en suspension. Mais c'est tout à fait ça. Donc, bon, alors un autre problème qui se pose aussi, mais qui est également assez énorme, c'est l'idée d'associer Vénus avec les femmes et Mars avec les hommes. Ce que fait, évidemment, ce qu'on fait couramment, là encore, ce que fait couramment, par exemple, John Gray, dans son bouquin, les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars, etc. Mais ça, c'est totalement faux également. Bon, alors, concernant la représentation du féminin et du masculin, il faut dire les choses comme elles sont, à savoir que il y a beaucoup d'énormités dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Alors, les féministes, enfin ceux qui disent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, ils ont beau jeu de démolir tout un ensemble de représentations complètement délirantes sur les hommes et les femmes. Alors, ils se disent que parce qu'ils ont démoli un certain nombre de représentations fausses, c'est-à-dire que l'idée de vouloir distinguer les hommes et les femmes est fausse. Non! Il y a simplement des représentations qui sont fausses, des explications qui sont fausses. Ça veut dire que le problème ne se pose pas. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est ce que je veux dire. Donc effectivement, pour moi, la femme est martienne et l'homme est vénusien. Je voudrais m'en expliquer, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, puisqu'on est dans une sorte de causerie sur les erreurs symboliques et les conséquences que cela a sur nos représentations socio-historiques, socio-religieuses, pas n'importe quoi. Effectivement, l'idée de Mars, c'est plutôt l'idée de fin. C'est pas tellement l'idée de mort. La mort, c'est la symbolique de la fin, la fienne. Bon. Donc effectivement, la femme, bon, même la naissance est une fin. Et la conception est un commencement. C'est une banalité de dire. Donc que les femmes conduisent le processus de la naissance jusqu'à son terme, le mot terme est un synonyme de fin, hein, et arriver à son terme, c'est-à-dire arriver à sa fin, eh bien, effectivement, la femme est dans le domaine de la fin, et donc dans le domaine de Mars. C'est pas la mort, c'est bon. Quand les astrologues, c'est pareil, quand ça les arrange, ils disent que Mars c'est autre chose que la mort, mais quand ils ont envie de démolir quelque chose, ils disent Mars c'est la mort. Donc, mais de toute façon, ça c'est gros comme une maison. Donc effectivement, voilà. Et Vénus c'est masculin parce que Vénus c'est le commencement, c'est la conception, et c'est aussi la source des choses, c'est aussi le premier jet, c'est aussi la création, c'est aussi la production d'un processus initial. Et dans ce point de vue-là, moi je dirais que l'homme est matriciel et non pas la femme. Là aussi, il y a un problème parce que matriciel, ça renvoie à mater, il y a aussi tout un embryo là-dedans qui est assez pénible. Mais l'élément masculin, il est justement celui qui produit la matière première, ce que j'appelle le signifiant, c'est-à-dire le point de départ, en partir duquel il pourrait y avoir après des dérivations, des suites, des prolongements. Bon, donc effectivement, les femmes sont plutôt douées pour le prolongement, pour l'interprétation, pour le commentaire, pour la traduction, pour mener les choses à une certaine forme de perfection, au sens de parfait, c'est-à-dire de terminer, hein, par opposition à inachevé, par opposition à in progress, comme disent les Anglais. Donc effectivement, là aussi, il faudrait quand même faire attention. Vénus, c'est une notion masculine, et Mars, c'est une notion féminine, c'est-à-dire que Vénus, c'est une notion qui indique la notion de point de départ, de conception, de démarrage, et Mars, c'est la notion d'aboutissement, de prolongement et de perfectionnement. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et là aussi, on a quand même des choses qui ne sont pas claires. Alors moi, j'aimerais bien quand même que les astrologues se dotent désormais d'un bagage symbolique dans les domaines que j'ai précisés, qui soit assez cohérent et consistant, et que bon, ils abandonnent des représentations qui sont éculées et caduques.